C'est bon? Bon. Eh bien, donc, Michel Deville. Oui. Alors, je suis très ému parce que, très honnêtement, c'est vraiment l'un des plus grands cinéastes que j'ai eu l'occasion d'avoir à mes côtés pendant ces Jeudis de l'ESRA, dont la modestie, et c'est pas une figure de style, est tout à fait proportionnelle à son talent. Quantitativement, c'est aussi l'un des plus grands puisqu'on a compté 30 longs métrages, ce qui n'est quand même pas rien. Les cinéastes français encore en activité qui comptent plus de 30 longs métrages à leur actif, il y en a Chabrol, Lelouch, Mocky, mais enfin, je suis sûr qu'avec les deux mains, on doit très largement avoir de quoi faire. Et ce n'est pas 30 films qui sont faits à la va-vite, ce sont 30 petits bijoux. Pour ceux qui connaissent mal son œuvre, j'imagine que la vision de ce Péril dans la demeure, qui est vieux de 22 ans, et oui, le temps passe, vous aura donné ou confirmé l'opinion que vous pouvez avoir de son cinéma. Alors, ce film-là est aussi adapté d'un livre de René Bonello. Non, René Belletto. Belletto, que d'approximation, je bats ma coulpe. Qui ne s'appelait pas Péril dans la demeure, qui s'appelait... De la terre comme au ciel. Oui, sur la terre comme au ciel. Sur la terre comme au ciel, On a pensé que le titre était un peu bateau, un peu passe-partout. Beaucoup de films pourraient s'appeler, tous les films pourraient s'appeler Sur la terre comme au ciel. Donc, Péril dans la demeure me semblait plus intéressant. D'accord. Alors, vous avez fait un certain nombre de films adaptés de livres, d'autres qui sont des sujets originaux. Comment est-ce que vous tombez amoureux d'un sujet? Vous lisez beaucoup, vous dites ça c'est pour moi, pour telle ou telle raison. Vous avez déjà une vision de la façon dont vous allez traiter le sujet, comment vous allez l'adapter dès la lecture? Comment est-ce que ça se passe? Non, c'est pas si rapide. C'est pas si rapide que ça, non, bien sûr, mais il n'y a pas de règle. Quelquefois c'est un coup de foudre immédiat, quelquefois c'est un livre que j'ai lu 20 ans avant. Le film que j'ai fait juste après Péril dans la demeure s'appelle Le Paltoquet, et c'était un petit polar que j'avais lu, 25 ans auparavant. De temps en temps, je le relisais, je disais, tiens, c'est pas mal. Ma femme Rosalinde, qui est ma collaboratrice très proche, me disait non, c'est pas possible, ça vaut rien. Vraiment, bon. Et puis je revenais, puis finalement, ça peut mûrir lentement, longuement. Et puis, oui, il n'y a jamais de règle. Heureusement, le cinéma, pour rien, c'est le charme, si je puis dire, de ce métier, c'est qu'il n'y a pas de règles. On s'invente ses propres règles. C'est bien d'en avoir des règles, des contraintes, mais c'est à nous de les inventer. Et vous avez l'impression d'avoir fait 30 fois un premier film, quelque part? Oui, parce que chaque fois, j'essaie de ne pas faire, de faire ce que je n'ai jamais fait et de surtout ne pas refaire ce que j'ai déjà fait. Donc, c'est effectivement chaque fois des expériences nouvelles, même si de temps en temps, tous les 10 ans, je revenais à une comédie plus simplette ou bien à un polar ou bien... Mais comme il y a 10 ans s'étaient écoulés, c'était pas le même film quand même. Mais non, c'est bien, c'est le changement, c'est de pouvoir... naviguer. Alors celui-là, vous vous souvenez du déclic? Vous dites c'est jamais pareil, c'était pendant la lecture du livre. Est-ce que l'histoire a tant d'importance que ça, ou est-ce que l'histoire est surtout un bon support pour porter votre cinéma? Parce que c'est sûr que c'est un polar et en même temps c'est tout. Alors je crois c'est un polar atypique en tout cas, voilà. Je crois me souvenir que voilà, j'avais fait quelques années auparavant, en 1978, un film qui s'appelait Le Voyage en douce, où j'essayais de traiter de l'érotisme. Et le film fini, je me suis aperçu que ce n'était pas vraiment érotique, c'était sensuel peut-être. Donc je n'avais pas tout à fait réussi mon coup, même si je ne renie pas le film, je l'aime bien, j'aime bien certaines choses dans le film. Mais j'avais donc ce petit regret. Et quand j'ai fait d'autres films entre-temps, et puis quand j'ai lu ce livre, ce n'est pas le meilleur livre de l'époque que j'ai lu, mais c'est pas toujours pour l'histoire ou pour la qualité du livre qu'on choisit un film, mais parce que tout à coup je me suis dit, il y a quelque chose qui peut me permettre de revenir à l'érotisme. Il y avait des situations, des personnages qui se traitaient à
Oui, c'est pas dans le film. Cet érotisme n'est pas là, mais je pensais que ça pouvait entrer dans ce sujet. Et c'est pour ça que j'ai choisi cette histoire. Et comme c'est un policier, on est libre de s'amuser avec. On n'est pas contraint de respecter. C'est d'ailleurs pour ça que je n'ai jamais adapté des sujets des grands livres, parce que là, on est condamné au respect, mais c'est pas amusant. Oui, alors oui. j'aime mieux prendre un livre qui n'est pas Belletto et tout Et à le fait d'accord. transcender. Et puis s'amuser avec, prendre une intrigue policière, par exemple, que j'aurais pas pu inventer un peu tordu, mais ça fait rien. Et puis à partir de là, je peux mettre ce que je veux, la musique, les acteurs déjà qui ne sont pas décrits comme dans le livre, par exemple, ou bien supprimer des personnages, en rajouter d'autres. Je m'amuse. Mais c'est un prétexte, un livre prétexte. Oui. Donc, c'est un bon livre, cela dit. Alors je ne sais pas s'il y a, je ne vais pas juger si ce sont des grands livres systématiquement à chaque fois que vous avez adapté un livre. Cela dit, parfois il y a des grands sujets qui peut-être sont moins porteurs pour la dentelle qui est votre marque de fabrique. Je pense notamment à votre avant-dernier film qui traite du retour des camps de la mort. Oui. Oui. Est-ce que lorsque vous arrivez justement devant un sujet lourd, pas forcément dans le mauvais sens du terme, mais enfin un sujet où on ne peut pas dire n'importe quoi, n'importe comment. Est-ce que vous avez une appréhension différente ou est-ce que... Oui, on se dit qu'on peut moins s'amuser. Je me suis quand même amusé parce que sinon c'est pas drôle, évidemment. Donc, mais évidemment il faut du respect, et c'était un livre c'était amusant en ce sens que c'était pas du tout une histoire classique. C'est raconté, je sais pas si vous avez lu le livre, c'est des moments, c'est des souvenirs épars. Il y a une construction très lâche. Il n'y a pas de construction, donc il y avait un travail à faire quand même en respectant les sentiments, le climat. L'atrocité des situations. Donc c'est un autre plaisir quand même. Je l'ai fait pas du tout comme un pinceau où il faut s'effacer, être modeste. Non, je l'ai fait comme un film. J'ai adapté ce livre avec Gilles Perrault. J'ai commencé à être tout seul un premier travail et puis très vite on s'est aperçu qu'il y avait un gros problème, c'est les espions, parce que dans le livre, c'est un livre très particulier, c'est vraiment un dossier, c'est-à-dire que ce sont des fiches, il y a des rapports d'un grand service d'espionnage étranger, ça peut être un service américain, russe ou n'importe lequel, et les gens s'envoient des notes techniques avec des codes, chaque personnage, il n'y a pas de nom de personne, c'est des numéros, c'est pour ça que ça s'appelle le dossier 51. 51, c'est le personnage qu'on est chargé de fouiller, d'étudier. Donc, on ne voit pas les espions du tout, on voit leurs rapports. Donc on s'est dit on ne peut pas les montrer parce que ça deviendrait un film d'espionnage classique. Avec des espions, même sans aller jusqu'à James Bond, qui sont des espions un peu voyants et pas très réalistes. Mais donc les espions dans la vie, il y a peut-être un espion ici, on ne les voit pas, évidemment, c'est le propre de l'espion. Sinon ils sont mauvais. Donc, si on les voit. Oui, c'est pas. Donc on dit on ne les montrera pas. Donc on n'a pas dit on va faire un film où, avec la caméra subjective. Le procédé s'est imposé de lui-même comme une nécessité absolue. Ça posait des problèmes pour les comédiens qui. On dit toujours aux comédiens la première règle, surtout ne regardez pas la caméra. Et là, au contraire, il fallait qu'ils regardent la caméra et le partenaire était quand même là pour donner la réplique, mais à côté. Alors le regard au début était attiré évidemment par la personne qui parle, donc c'était très compliqué, mais amusant aussi, même pour les comédiens qui ne l'avaient jamais fait. C'est des genres d'expériences qu'on ne peut pas renouveler, qu'on ne peut pas souvent. Mais quand le sujet le réclame, on y va et on s'amuse bien, finalement. Enfin, on s'est amusé. Mais... Est-ce que c'est un excellent exemple, mais comme les films sont très différents les uns des autres, est-ce que l'histoire implique d'entrée de jeu une forme, une esthétique, oui. La petite bande qui est un film muet, enfin bon, etc. Et est-ce que vous hésitez parfois pour effectivement trouver la forme qui sera en adéquation Je vous arrête tout de suite. La petite bande, donc c'est exactement un exemple similaire. La petite bande, c'est une histoire d'enfants anglais qui passent frauduleusement la Manche et qui arrivent en France. Ils sont 7 et ils n'ont pas d'argent, mais surtout ils ne parlent pas français. Or, donc il faut qu'ils parlent anglais. Mais moi, je faisais un film pour les enfants français qui ne comprennent pas l'anglais et qui n'auraient pas envie de lire des sous-titres. Si on doublait les enfants anglais, ils ne parlaient plus anglais, ils parlaient français. C'était donc pas l'histoire. Donc,
Là encore, et c'est Gilles Perrault aussi qui était avec moi, c'est la deuxième fois que j'ai collaboré avec lui, on a trouvé l'idée de dire, ben voilà, ils vont se parler, mais quand ils se parlent, on ne les entend pas parce qu'ils sont loin ou derrière une vitre, etc. Donc, il n'y a pas de dialogue. On devine, il n'y a que de l'action. Et je crois que les gens qui, au début, les premiers spectateurs ne savaient pas ça, qui ne parleraient pas, m'ont dit, certains, qu'on s'est aperçu qu'au bout d'une demi-heure, par exemple, qu'il n'y avait pas de dialogue. Étant donné qu'ils n'avaient pas besoin de parler, ils étaient tout le temps en cavale, puisque les gendarmes les poursuivent, etc. Donc ils n'ont pas le temps de se parler, ou très rapidement à l'oreille, etc. Donc c'est un procédé aussi, donc pas de dialogue, mais nécessaire. Donc on ne l'a pas inventé gratuitement. Et Le Paltoquet, on ne va pas les passer tous en... Le Paltoquet, qui est peut-être votre film le plus antinaturaliste, l'un des plus fous sur le plan formel. On ne sait pas si on est dans la réalité ou si on assiste à... Non, on est dans la tête d'un personnage. Voilà, des comédiens qui sont en train de répéter quelque chose, ou effectivement dans la tête... Là aussi, est-ce que lorsqu'on prépare un film de ce type, on se pose en permanence la question de savoir qu'est-ce qui va être compréhensible par le spectateur, et est-ce que chaque spectateur va pas se faire son propre film quand ça reste aussi subjectif? Pourquoi pas, ça je ne sais pas ce que pense le spectateur. Ce qui est peut-être pas gênant. Non, pas du tout, c'est un film sur le jeu, puisque c'est un personnage, il lit un roman policier, d'où j'ai tiré le film, et il imagine les scènes, il s'imagine être le personnage principal qui n'existe pas dans le livre d'ailleurs, mais il part de l'intrigue, il invente, il fait arriver à ça. On s'aperçoit que tout est imaginé à la fin, puisqu'on rentre dans la réalité. C'est imaginaire, c'est un film... alors c'est pour ça que vous dites que c'est fou. Non, c'est pas fou, c'est simplement... on est peu habitué à voir des personnages dans un film qui claquent des doigts pour dire tiens, un peu de musique, et là il y a la musique qui apparaît. On voit qu'il y a un côté extrêmement ludique, mais en même temps une mise en abîme du créateur, en l'occurrence vous, en train de montrer sa création. Oui, c'est pas réaliste, effectivement. C'était très drôle au départ parce que j'ai donc pensé tout de suite, puisque tout se passe dans un seul décor, dans un café, ou presque, que le décor serait très important, mais un décor qui n'existe pas, puisque c'est dans la tête d'un personnage, du Paltoquet. Donc j'ai fait un casting, là, comme pour les comédiens, de décorateurs, puisque je n'en avais pas à l'époque, je travaillais plutôt en décor naturel à cette époque-là. Oui, je n'avais pas juste des ensembliers. Donc j'ai cherché un décorateur, et quand je leur disais, ben voilà, il faut inventer un décor qui n'existe pas, c'est-à-dire où il n'y a rien, il n'y a pas de porte même, il n'y a pas de mur, il n'y a pas... ils me regardaient un peu bizarrement, et bon, ça c'est... Et puis j'en ai trouvé un, Thierry Le Proust, à tel point que je l'ai gardé même pour tous mes films d'après, tellement il a trouvé la solution. Il m'a fait un décor où il m'a dit quand même, laisse-moi une porte quand même. Donc il y avait une porte. Mais ce qui ne veut pas dire que les personnages entraient ou sortaient par la porte. Quelquefois, ils arrivent du mur, donc c'est pas d'où, puisque c'est pas réaliste. On n'a pas parlé des dialogues, beaucoup d'importance. Il y a d'autres choses, on peut en parler après, aussi importantes, mais les dialogues, c'est capital. D'abord, pour une raison première, qu'un bon dialogue aidera considérablement un acteur. C'est-à-dire qu'un bon acteur ne peut pas être bon avec un mauvais dialogue. Par contre, un acteur moyen, enfin passable, sera bien meilleur avec un très très bon dialogue. Ça va le porter, ça va lui donner de l'esprit. Donc c'est très important de travailler le dialogue. Il ne faut pas... là encore, quelquefois, on me dit est-ce que vos comédiens improvisent, etc. Non, parce que quand on improvise, on ne peut pas avoir du talent. C'est-à-dire que une idée vous vient à l'esprit, bien sûr, on peut toujours trouver, mais ce n'est pas forcément la meilleure idée qui vient au dernier moment, comme ça. Ça peut arriver. Quelquefois, je peux chipper un mot drôle sur le plateau. J'ai eu beaucoup de chance dans ma vie de cinéaste, c'est que j'ai rencontré des grands dialoguistes. Pendant 10 ans, ça a été Nina Companèse. Sa première qualité était qu'elle savait faire parler les gens avec esprit et drôlerie. Après, j'ai rencontré, il y a une période intermédiaire, Christopher Frank, qui m'a écrit de très bons dialogues, et Gilles Perrault pour le dossier 51, et puis ensuite, et depuis 25 ans, c'est Rosalind Deville, qui est ma femme, qui est une extraordinaire dialoguiste.
ça ne se sait pas, ça ne se dit pas parce que c'est ma femme, et qu'on dit, oh, évidemment, elle travaille avec lui parce que c'est sa femme, mais bon, c'est stupide, parce que c'est trop grave et ça coûte trop cher de faire un film. On ne fait pas plaisir à sa femme en disant tu vas m'écrire mes dialogues. Hein. Bon, non, elle est très douée. J'ai mis du temps à m'en apercevoir d'ailleurs, parce que c'est une chose qu'on ne sait pas, elle ne savait pas elle-même. C'est un don de savoir faire parler les gens avec esprit. Je me suis aperçu petit à petit quand elle m'a dit peut-être elle m'a amélioré une phrase, une réplique. Et puis un beau jour, la lectrice, c'est à la lectrice que ça a commencé vraiment. Elle m'a dit là vraiment tu as été un peu paresseux. Elle m'a dit laisse-moi réécrire une scène. Elle a écrit, c'était formidable, beaucoup mieux que ce que j'avais fait. Puis elle a écrit tout le film. Et à partir de là, c'est elle qui a... Donc, et je suis très lucide, je sais je lui dois énormément. Ça ne m'amuse pas du tout de faire une chose si je sais qu'elle a été faite ou dite auparavant. C'est pas drôle. On a peut-être des influences inconscientes, évidemment, parce que j'ai lu des livres, j'ai vu des films, mais j'essaie surtout de ne pas... Non, c'est pas drôle. J'aime mieux faire... comme disait Cyrano, dans une tirade, de ne pas monter bien haut peut-être, mais tout seul. C'est-à-dire, non, j'aime mieux faire ma petite cuisine dans mon coin, c'est plus drôle, c'est que de faire un à la manière de... Même pour Feydeau, Rosalind a réécrit complètement tous les dialogues de Feydeau. Mais ils sont beaucoup mieux, parce que Feydeau, ça a 100 ans, c'est vieux, c'est du théâtre, il y a les longues tirades, etc. Ça ne se voit pas que ce n'est pas Feydeau, mais c'est beaucoup mieux pour le cinéma. En toilettage. Je pose une question volontairement très générale. Au cours des 40 années... on dit que c'est plus difficile maintenant. Ça a toujours été difficile. Ou 50 même. Et ça le sera toujours difficile. Donc c'est peut-être pas les mêmes raisons. Il y a des avantages maintenant, c'est qu'on peut faire un film avec moins d'argent. En fait, tout seul, on peut bricoler avec le numérique du sens qu'on ne pouvait pas faire quand j'ai débuté. Mais ça sera toujours difficile, mais j'allais dire heureusement que c'est difficile, parce que sinon, justement, il faut... La contrainte, la difficulté fait qu'on se fortifie de cette difficulté, on se donne ça stimule, la difficulté stimule beaucoup, et je crois que ça donne de l'énergie, et il faut jamais capituler, et encore une fois, il ne faut pas se fermer complètement, il faut écouter, et puis, bon d'accord, parce que tout le monde vous dira des choses, et un film peut partir dans toutes les directions, et il n'y a plus rien, il faut... Et puis y arriver, trouver des moyens, on n'a pas d'argent, et ben on le fait quand même, j'avais pas de producteur, j'avais pas d'argent personnel, ben on l'a trouvé, il faut se donner du mal. Et il faut aussi, je veux dire, il faut être très 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 disponible, il faut ne faire que ça. Voilà, c'est pas un apostolat, le métier de cinéaste, mais si on ne le fait pas que ça, si on a d'autres envies, on sort le soir, on boit, tout ça, c'est foutu. Il faut ne faire que le cinéma. Moi, je l'ai fait, enfin, j'ai une vie très agréable, mais je me suis marié à 45 ans. Même ça, si on a une vie familiale, je ne dis pas qu'il ne faut pas se marier, qu'il ne faut pas avoir une vie personnelle, mais c'est dangereux. Je le vois, j'ai eu des assistants qui, le soir à 6 heures, il fallait chercher la fille à l'école, etc. Ben, c'est pas sérieux, il ne continuera pas, il peut pas. Il faut un peu sacrifier, il faut un peu se donner dans le cinéma, il faut pas... Je ne dis pas qu'il ne faut pas vivre comme un moine, il ne faut pas avoir une vie de moine, mais il faut dire que tout se ramène au cinéma. Enfin, il faut ne faire que ça. Mes lectures, c'était des sujets éventuels de films, mais j'allais au théâtre, et j'aimais pas trop aller au théâtre, mais c'est là qu'on voit des comédiens, donc je me forçais à aller sortir le soir, mais pour voir des comédiens peut-être qui seront pour enrichir. Tout est lu à travers la même grille, en fait. Oui. Tout se rapporte, oui, les voyages, c'est pour voir des paysages qui peuvent servir. Tout se ramène il ne faut pas l'oublier, il ne faut pas le faire en dilettante, le cinéma. Voilà, on fait du cinéma amateur, c'est bien aussi, mais il faut vraiment être obstiné, têtu et courageux, parce que c'est bon, mais ça vaut la peine. Bien. Question ? On en restera sur cette très belle conclusion. Voilà, merci Michel. Voilà. Et maintenant, puisque tous les films ne sont pas toujours tous montrés en parallèle, puisque les DVD vont sortir, vous allez pouvoir vous rattraper et découvrir de très très belles choses. J'espère.
Merci. Merci.